Je vous rappelle le titre et que l'ouvrage de Christine Hardy est d'ailleurs disponible ici, La prédiction de Jung, La métamorphose de la Terre. Et je suis vraiment ravie pour toi que ce bouquin est en train de devenir un best-seller. C'est incroyable. Sur Amazon. Oui, sur Amazon. Pas vraiment Mais tu, avec ta vidéo, tu attires aussi beaucoup de visites et c'est quand même, c'est par centaines, c'est par milliers même. Donc c'est un livre quand même qui vient de sortir. Ça montre aussi que nous sommes en marche, pour faire allusion au titre de livre de Laurent Muraté, et que les choses avancent. Donc je vais te laisser la parole pour prendre le temps peut-être de te représenter et d'introduire l'essence de ton travail, parce que c'est un travail colossal, et donc d'essayer de tenir dans les temps, puisque voilà. Oui, tu me laisses une demi-heure, bien sûr. Eh bien, déjà, juste une toute petite introduction, c'est que je suis vraiment extraordinairement contente d'être là avec tout ce qui s'est passé, et pourtant j'ai raté un peu le début. J'ai beaucoup apprécié, bien sûr, la présentation de Patrick Vivray, et quand on a quelqu'un d'une envergure aussi extraordinaire, et je vais en parler puisqu'il n'est pas là, et que cette personne amène le sujet justement de l'expérience personnelle, c'est-à-dire ce qu'il a appelé le trépied du rêve, alors qu'ils sont vraiment en train d'essayer de démêler la crise au niveau financier et au niveau économique. Je trouve que c'est là un signe qu'on a fait déjà vraiment un grand pas. Et donc, moi j'aimerais, plutôt que exactement ce que j'ai marqué sur le programme, ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, vu qu'ici il y a un ferment intellectuel, et je dois même ajouter le mot spirituel, il y a un ferment qui est si capable de générer des transformations et des expériences. Donc j'aimerais m'intégrer beaucoup plus profondément à cette intelligence collective qui est en train de se passer aujourd'hui. Et puis, eh bien, si le sujet, évidemment, d'une théorie dont je vais parler très succinctement vous intéresse, vous pouvez toujours regarder dans les bouquins. Donc, ce qui me paraît le plus intéressant, la chose sur laquelle je peux amener moi-même un éclairage, c'est justement au niveau à deux niveaux. Le premier niveau, grosso modo, est dans la sphère des nouvelles sciences et des recherches qui sont faites, des explorations qui sont faites actuellement pour créer des nouveaux concepts et des concepts qui soient complètement différents. Et la deuxième chose, c'est au niveau d'une pratique, plus qu'une expérience intérieure, mais c'est plutôt une pratique comment on va appeler ça, des expériences et des actions au niveau de la reliance. J'ai beaucoup aimé ce terme, je l'adore, je le prends, donc de la reliance, si vous voulez, mais en pratique, au niveau des expériences, on va dire, mentales et de méditation. Voilà. Donc au niveau scientifique, puisqu'on parle beaucoup d'économie ici, de finances et de la crise, ce qui est absolument prodigieux au niveau des sciences, c'est donc l'arrivée du nouveau paradigme qui se passe déjà depuis, disons, une quinzaine d'années. Et j'ai beaucoup bougé dans les sciences, c'est-à-dire que moi je démarre par une vie extrêmement de voyage et de spiritualité, où je pars en Inde et j'ai des expériences très fortes, et donc je fais 10 années de voyage, et après ça, comme j'avais quand même passé une petite maîtrise, je reviens et je fais, à ce moment-là, je rentre complètement dans les sciences, je fais un doctorat, et puis là, je fais un grand tour qui va m'amener donc au départ
de l'ethnologie à la parapsychologie, après aux sciences cognitives, théorie du chaos, théorie des systèmes, et je rentre dans tous ces domaines. Et puis, bien sûr, je m'intéresse aussi aux sciences dures comme la physique quantique, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai un large paysage, et puis je fais les conférences internationales, donc je vois la science en train de se faire. Et ça a été le plus extraordinaire pour moi, c'est de voir l'émergence de concepts qui étaient complètement différents. Donc, j'ai fait une analyse, même il y a un chapitre dans mon bouquin, la prédiction de Jung. Donc j'ai fait une analyse, si vous voulez, de quels étaient les concepts qui étaient vraiment en train d'émerger dans ce qu'on appelle le nouveau paradigme en sciences. Et étonnamment, on s'aperçoit que toutes les nouvelles sciences qui sont apparues, alors il n'y a qu'une seule anomalie dans ma façon de repérer les choses, c'est la physique quantique. La physique quantique qui arrive donc au tout début du XXe siècle, avec la première axiome qui est posée avant même que Einstein sorte sa théorie de la relativité en 1905. Donc c'est vraiment très étonnant ce qui se passe. En fait, à part donc la physique quantique, on voit que toutes les nouvelles sciences, alors qu'est-ce qu'il y a dans les nouvelles sciences? On voit la théorie des systèmes en premier, ensuite on voit la théorie du chaos, on commence à voir les sciences justement de l'écologie, en tant que science, hein, évidemment. Donc c'est-à-dire les systèmes, etc. On voit les réseaux neuronaux dans les années 80, on voit l'intelligence artificielle, tant qu'elle est restée, si vous voulez, logique, elle n'est pas du tout intéressante, elle ne fait pas partie des nouvelles sciences. Mais dès qu'elle entre justement dans ce qu'on appelle les réseaux neuronaux, c'est-à-dire des capacités d'interaction entre neurones artificiels, là, on a quelque chose qui est vraiment un nouveau paradigme. Alors, toutes ces nouvelles sciences, elles ont en commun qu'elles ne voient plus en termes de catégories, mais elles voient en termes de relations, de connexions et d'interrelations entre des éléments. Donc on est en train, avec le nouveau paradigme, à dépasser complètement, si vous voulez, un univers scientifique, un framework, une vision du monde scientifique qui était complètement morcelée. C'est-à-dire c'était des petits éléments qu'on reliait vaguement avec une logique très primitive, parce que je trouve que la loi d'inférence qui faisait toute l'intelligence artificielle logique est complètement primitive. Et il n'y avait qu'une seule loi dans l'intelligence artificielle, jusqu'à temps que les réseaux neuronaux arrivent. Et là, dans les réseaux neuronaux, on voit que tout est basé sur la façon dont des neurones artificiels, on s'en fout ce que c'est, interagissent avec d'autres éléments, si vous voulez, pour s'auto-organiser. Et arrive le concept d'auto-organisation. Donc on a, dans les nouvelles sciences, on a le concept d'interaction, d'interrelation, d'influence réciproque. On a le concept de créer des global orders, new global orders, c'est-à-dire de l'organisation globale totalement nouvelle. C'est-à-dire qu'on voit un regard maintenant qui est porté donc, sur la matière, hein, parce qu'on est toujours en train de regarder malheureusement la matière. Et on voit que ce regard qui est porté par le scientifique commence à percevoir non pas simplement des petites étiquettes, mais des interrelations. Et il s'aperçoit que ces interrelations créent de la nouveauté et de l'innovation. C'est-à-dire qu'on commence à regarder les processus de transformation au sein même de la matière. Donc ça, c'est absolument fantastique. C'est un saut, le saut paradigmatique, il n'est pas dans les sciences, il est dans la logique des scientifiques. Parce que si vous voulez, logique, ça veut dire des liens. La logique, c'est quels sont les liens entre un élément et un autre. Ça peut être n'importe quel élément, ça n'a aucune importance. Si vous avez une science comme la physique quantique, sa logique est de regarder comment, si vous voulez, la réalité qui est en face de nous n'est pas extérieure,
mais elle est déjà influencée par notre propre interaction et notre propre regard avec cette réalité. Donc on est là, si vous voulez, dans des phénomènes où on a, au lieu de projeter une extériorité totale, on projette de l'intériorité, et quand on commence à projeter de l'intériorité, c'est l'intériorité du monde qui revient vers nous. C'est-à-dire que quand on a l'ancien paradigme, le scientifique est en train de s'imaginer qu'il est tout seul avec son mental quand même, hein, égo, et après on espère qu'on pense, et là, il imagine qu'il est complètement en train d'observer quelque chose qui est vachement loin, et de remarquer qu'il y a des lois et des phénomènes qui ont des lois. Et il veut, pour être scientifique, être absolument détaché, extérieur. Lui, il est permanent, il regarde des phénomènes qui sont impermanents, et il ne faut surtout pas qu'il s'implique. Et quand on arrive au nouveau paradigme, c'est ça qui saute. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la réalité qui est extérieure, et déjà avec la physique quantique, c'est évident qu'on l'a avec Heisenberg. Donc dès le départ. Mais ça n'a pas été compris. Je veux dire, on a évolué avec la physique quantique parce qu'il a fallu qu'on change nos structures logiques et mentales pour arriver à un type de logique, on va appeler ça non-aristotélicienne, parce que là, vous aurez des repères immédiats. C'est-à-dire qu'on passe au-dessus d'une logique qui est simplement A, et soit A, soit non A, et il ne peut pas y avoir de phénomène intermédiaire. Avec la physique quantique, on est en train de dire que le mental du scientifique a déjà modifié ce qu'il est en train de regarder. Donc on est dans des rapports, si vous voulez, où il n'y a plus de distance logique et autre entre le monde dans lequel on vit et la personnalité qui perçoit. Donc j'arrive au deuxième volet de cette intervention, qui est de montrer que la très très grande extraordinaire découverte de Jung, donc le psychologue Carl Jung, et de Wolfgang Pauli, qui était donc un prix Nobel de physique, a été leur recherche qui est exprimée à l'intérieur de la correspondance Jung-Pauli, et qui est en fait leur recherche active. Hein, ils sont en recherche. Quand Jung écrit la synchronicité, il est déjà en train de codifier certaines choses. Mais quand ils discutent entre Jung et Pauli dans leur correspondance, ils sont en train de faire émerger des concepts. Et ils les cherchent, ils ne les ont pas trouvés. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est que le concept majeur qui est développé par Jung et Pauli dans cette correspondance, entre autres, enfin, le majeur, pour moi, c'est le fait qu'ils cherchaient un niveau de la matière du monde, de l'univers, qui soit à la fois psyché et matière. Et donc, Jung a appelé ça la réalité psychoïde. Mais il a fait évoluer son concept, et notamment à travers la correspondance. Parce que psychoïde, pour lui, c'était un niveau très bas, au niveau du système cognitif, c'est-à-dire très proche des neurones. Mais en fait, après, avec Pauli surtout, ils ont évolué ce concept pour en faire un concept général et universel de la nature de la réalité qui n'était pas uniquement physique. Donc ça, c'est le concept le plus révolutionnaire, et je dois dire que, tel que je le lis, je pense que c'est ce concept-là qui va faire un nouveau bond dans le nouveau paradigme. C'est le concept qu'on cherche. L'analyse que j'ai faite à travers toute cette nouvelle science arrive en conclusion au fait que, si vous voulez, toutes les expériences premières, dans le sens de essentiel, des différentes civilisations qu'on peut
très globalement appelé, disons, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Hein. Et on s'aperçoit que de toutes les nouvelles sciences sont en train de mettre en relation, en commun et en intégration les concepts qui viennent des cultures du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Donc l'est, évidemment, a toujours été beaucoup plus dans une recherche spirituelle et donc intériorisée, avec un axe permanent à travers les âges sur la conscience comme étant la chose, l'expérience la plus essentielle de l'être humain, et y compris sa transformation dans la conscience. Le nord est plus découpage, analyse. Le sud est beaucoup plus sur l'interrelationnel, très fort. Hein, toute la magie, c'est comment un être, quel qu'il soit, que ce soit un homme, un végétal ou un animal, est en train de résonner sur les mêmes fréquences avec d'autres êtres qui ne sont pas dans le même règne. Donc comment nous, en tant qu'êtres humains, nous allons pouvoir faire agir les fréquences de résonance d'un être ou d'un animal ou d'une feuille ou d'une plante et obtenir, si vous voulez, un effet. C'est ça la magie, hein, c'est absolument splendide. C'est-à-dire que la magie est une méthode opératoire en fait de la physique quantique, des principes de la physique quantique. Il faut le comprendre comme ça. Et donc on s'aperçoit, enfin moi je suis arrivée à la fin donc, de cette analyse à m'apercevoir que toutes les nouvelles sciences sont en train de mettre en commun les qualités des 4 grands types de cultures et pour produire quoi une synthèse qui, à mon avis, va être complètement explosive et libératrice. Et le dernier point qui n'est pas encore arrivé dans toutes les sciences, elle est arrivée que dans un domaine scientifique, nouveau paradigme, qui est ce qu'on appelle les Consciousness Studies, c'est-à-dire les sciences de la conscience avec les grands congrès de Tucson, etc. Et le seul thème qui n'est pas, enfin plus que thème, donc thème vivant, qui n'est pas encore dans toutes les nouvelles sciences, qui va l'être, qui va prendre tout le champ entier de la science, c'est la conscience. Et là, le deuxième seuil qui va être passé par donc, le nouveau paradigme scientifique, ça va être l'introduction de la compréhension de la conscience dans toutes les sciences. Et c'est là où le congrès de Tucson, ils ont quand même démarré, moi je ne sais pas, il y a au moins 10 ans hein, déjà. Et il y a toutes les sciences sont représentées, parce qu'ils ont dit que tous les scientifiques, toutes les sciences qui avaient un certain rapport avec la conscience, qui pouvaient amener un éclairage sur la conscience, seraient représentées. En fait, il y avait tout le monde. Depuis les philosophes, et bien évidemment, jusqu'aux physiciens quantiques, bien évidemment, mais aussi tout le monde, la parapsychologie, bien sûr, mais aussi la médecine, la biologie, il y avait tout le monde, voilà. Et les mathématiques, les Penrose, etc. Voilà. Donc ça va être un changement de notre paysage mental. Et ce qui est important de voir, c'est que, et ça a été découvert à travers la théorie du chaos, c'est qu'en fait, il y a des concepts, les concepts ne sont pas simplement, comme la logique n'est pas simplement ou blanc ou noir, avec aucun état entre les deux, bon, les concepts, si vous voulez, c'est déjà des constellations de sens. Moi j'appelle ça des constellations sémantiques, du sens qui est en train de se créer. Et un concept, c'est pas une boule de billard, quoi, du tout. Un concept, c'est une constellation gigantesque qui est en interrelation avec tout un tas d'autres constellations de sentiments, de vécus, de tous les étages, disons, de notre système cognitif. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Il y a des concepts qui sont en eux-mêmes, qui ont une énergie intrinsèque, dynamique. C'est-à-dire que quand on utilise un certain concept,
eh bien, par exemple, on utilise le concept cartésien, il y a l'esprit d'un côté, le corps de l'autre. Bon, ben, c'est fini, on n'a plus rien à faire, on a dit ça, on a marqué sur le papier, c'est fini. Mais si on utilise un concept qui est comme celui que j'utilise dans ma théorie, qui est, c'est juste un petit exemple, un concept, par exemple, que maintenant on va regarder l'individu comme un système esprit, psyché, corps. Et que c'est un système, et à l'intérieur de ce système, il y a des constellations sémantiques qui se forment, qui s'auto-organisent pour gérer, qui nous permettent de gérer tout un tas de fonctions. Donc quand on est là, on est dans un univers qui est conceptuel, qui est lui-même en transformation. C'est-à-dire qui est ouvert, c'est un système ouvert sur le monde, et c'est des concepts qui vont nous permettre à nous d'évoluer. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous donner l'idée d'expérimenter des trucs. Ah bon, mais alors si ma conscience est complètement liée à mes émotions, est complètement liée à mes idées intellectuelles, est complètement liée à, je sais pas, mon état d'esprit, mon état d'âme du moment, à ce moment-là, si je veux changer quelque chose, par exemple, sur le plan physique, et me libérer d'une maladie ou d'un problème, bon, peut-être que je peux travailler sur les états de conscience et voir si la méditation, etc. Donc ça, c'est des concepts, si vous voulez, qui sont assez ouverts, assez larges, et qui montrent surtout des dynamiques et des interrelations, que à ce moment-là, on peut essayer de faire jouer, et on peut essayer de faire interagir. On a plein d'idées qui viennent. Et ça nous met dans un chemin de transformation. Et c'est là, ce nouveau paradigme, ce nouveau seuil du nouveau paradigme qui arrive, c'est que on va pouvoir, si vous voulez, au lieu de projeter des trucs à l'extérieur, on va comprendre que la façon dont on pense le monde, d'abord on crée le monde comme ça c'est une première chose, la physique quantique l'avait déjà vu, mais aussi, si vous voulez, tout ce que l'on projette sur le monde revient vers nous. Revient vers nous avec la même qualité d'énergie. C'est-à-dire que si je projette un monde qui est dénué de conscience, je diminue ma capacité de conscience. Et si je projette un monde qui est conscient, à ce moment-là, j'augmente ma capacité de conscience. Donc on revient à Jung et Pauli, qui étaient justement en train de chercher un niveau de la réalité où esprit et matière sont fusionnés. Ce niveau de la réalité, entre parenthèses, est bien le niveau que vivaient au jour le jour tous les chamans et les yogis du monde. On est d'accord. Les aborigènes et le réseau indien et aborigène. Et bon, c'est merveilleux, hein, merci d'avoir, en plus de la musique des Navarros ici, voilà, et d'entendre leur voix. Et merci. Et donc voilà, ce niveau-là qu'ils cherchent, moi je l'appelle la dimension sémantique. Et dans ma théorie, si vous voulez, c'est un niveau justement qui a 3 nouvelles dimensions, donc je vais juste vous donner les termes, et qui est le dernier chapitre de mon livre, la dernière avancée que j'ai faite justement en écrivant ce livre, parce que ma théorie continue toujours à évoluer. Et donc j'arrive maintenant à un univers à 3 dimensions, dont une première dimension est la création de sens, et la création de sens par interaction et interrelation profonde, c'est-à-dire ayant du sens, pas du hasard, pas des interactions au hasard qui créent la complexité dans la théorie de la complexité. Là, on est dans des interactions qui sont complètement qualifiées par des systèmes qui ne sont pas forcément des esprits intellectuels comme des consciences humaines, mais tous les systèmes complexes de l'environnement, on sait qu'ils sont auto-organisés. Et dans ma théorie, je vais un pas plus loin et je dis qu'ils créent eux-mêmes leur propre, on va appeler ça, territoire de sens. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que quand on a une espèce, par exemple, de fourmi dans une forêt, cette espèce de fourmi a créé son propre territoire de sens dans la forêt. Vous me comprenez?
Ils ont créé leurs pistes, ils ont leurs odeurs, ils ont leurs marques, ils ont leurs proies, ils ont les ennemis, etc. Et donc c'est un territoire de sens. Et quand on regarde la forêt, donc moi j'appelle ça un champ éco-sémantique, c'est-à-dire de la création du sens qui a transformé une partie de l'environnement. C'est-à-dire que la création sémantique de cette race de fourmis dans une forêt particulière, non seulement a créé son territoire, qui est marqué avec ses odeurs, etc., ses pistes, etc., mais qui en plus a marqué son territoire sémantique. C'est-à-dire que toute trace a un niveau sémantique. Et donc la forêt devient un gigantesque champ sémantique qui contient toutes les cartes et les territoires marqués, censés de tout ce qui vit dans la forêt, y compris évidemment les arbres, les bactéries, etc. Et on arrive, si vous voulez, à quelque chose qui est qu'il ne peut pas exister de matière qui n'ait pas justement un niveau d'organisation qui résonne dans cette dimension sémantique. Voilà, que ce soit au moment où vous projetez une énergie sémantique vous-même sur un objet sacré, vos bijoux, au moment où vous projetez une énergie sur ces bijoux, cette énergie sémantique est imprimée dans le bijou, dans l'objet sacré. C'est ça la force de l'objet sacré. C'est l'énergie sémantique qui est imprimée dedans, qui n'est pas uniquement l'énergie sémantique des consciences humaines, qui peut être l'énergie sémantique du lieu, voilà, c'est un lieu extrêmement puissant, une antenne de la Terre, une montagne sacrée, on parlait des montagnes sacrées tout à l'heure. Toute montagne est une antenne, les chamans le savaient très bien, donc on a une énergie très particulière sur cette antenne cosmique, qui est comme un point d'acupuncture sur la Terre. Et ça, si vous voulez, ça montre que cette montagne, dans la dimension sémantique, elle a un champ sémantique tout à fait particulier. Et que quand on se promène dans la montagne, à ce moment-là, notre champ sémantique va interagir avec la mémoire de ce lieu. Alors là, je fais une toute petite parenthèse pour parler évidemment du grand thème d'Erwin Laszlo, qui est le monde akashique, enfin je veux dire le champ akashique sur la planète, pour dire que pour l'instant, si vous voulez, on perçoit beaucoup plus la qualité mémorielle de traces qui est dans cette dimension sémantique. La même chose avec Sheldrake, avec les champs morphogénétiques. Donc c'est des concepts où on commence à voir l'empreinte de la conscience dans la matière, mais qui est regardée dans son aspect mémorisation, trace mémorielle, et non pas encore dans son aspect dynamique. Parce que au moment, si vous voulez, cette montagne sacrée, on reprend l'exemple, c'est évident qu'elle porte la trace de tous les rituels des chamans qui ont été là depuis des millénaires sur cette montagne. Donc, quand je pénètre dans le territoire de la montagne, dans ce champ sémantique sacré des Indiens de n'importe, eh bien, mon champ sémantique à moi est en train de se réorienter de toutes les façons, toutes les constellations à l'intérieur de moi qui ont le moindre petite trace de liaison possible se mettent immédiatement à créer des liaisons. Donc ça va me modifier, ça modifie mon comportement, ça modifie mon vocabulaire. Quand vous rentrez dans une église, votre vocabulaire, votre comportement, c'est incroyable, ça va jusqu'à, si vous voulez, votre mémoire est modifiée. Hein, vous allez repenser à d'autres choses. Donc, en fait, si vous voulez, ces champs morphogénétiques et aussi le champ akashique, c'est une partie de la dimension sémantique, enfin, la façon de voir le champ sémantique d'une certaine façon, plutôt. Et il y a une autre façon de le voir qui est de regarder les interactions. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, dans ce monde qui est à la fois matière et psyché, c'est-à-dire matière en tant qu'énergie, hein, donc énergie
matière et psyché, dans cette dimension de la réalité, il n'y a absolument rien qui soit figé. Donc, même s'il y a des traces, elles sont encore vivantes. C'est-à-dire, quand vous les regardez en tant que champ sémantique, à ce moment-là, si vous voulez, c'est des éléments en interaction qui ont formé des réseaux de sens, des réseaux sémantiques, des cartes territoriales, mais aussi des cartes conceptuelles. Et tout ça, si vous voulez, même s'il y a une mémorisation des états passés du système, qui est toujours là, moi je les vois comme des fractales, c'est-à-dire que dans une dimension fractale, qui est donc surimpliquée, vous avez un déploiement des états passés du système. Mais dans l'état actuel du système, c'est-à-dire la montagne maintenant, quand je vais aller la traverser, eh bien moi je vais me mettre en interaction en marchant avec les champs sémantiques qui sont là superposés. Et même s'il y a une interaction qui se passe avec un niveau très très profond, fractalisé, disons, de cette forêt ou de cette montagne, ça va se mettre en interaction et plof, ce niveau qui était très profond, des mémoires va remonter. Et je vais entrer en interaction, je peux entrer en interaction avec n'importe quel niveau. C'est spontanément que ces interactions vont se passer par rapport à moi, ce que je porte dans mon champ sémantique. C'est ça qui va créer des liens spontanés. Donc, quand on dit que la montagne est un champ sémantique, dans la dimension sémantique globale de l'univers, ce qu'on est en train de dire, c'est que tout système complexe physique est porteur d'une énergie de conscience, est porteur d'une création de sens, et est complètement vivant et actif. Donc vous avez une possibilité de faire le lien, parce que moi j'ai un problème étonnant, c'est-à-dire que j'ai des dons qui se sont ouverts quand j'étais très jeune, et je sais pas, j'écrivais des poèmes à 17 ans, et je me mettais sous un arbre, bon j'appelais pas ça méditation parce que personne n'en parlait, mais je me mettais sous un arbre, ça c'était l'année d'après, et puis j'attendais, 16-17 ans, j'attendais, je regardais, je contemplais autour de moi, et il y avait un moment donné, plaf, tout devenait vivant. Tout devenait vivant. Et là, le poème allait jaillir. Alors, c'est évident, pour moi, les arbres, ils ont toujours été vivants, et les fleurs aussi. Donc, mais ça, comment est-ce qu'une science peut en rendre compte? C'est l'expérience de chaque instant, de tous les yogis et de tous les chamans et de tous les aborigènes. Voilà. Mais comment, maintenant, dans notre science, on peut commencer à faire émerger des concepts qui rendent compte d'une partie de notre expérience qui n'a pas été mise en concept et en mots jusqu'à présent, et qui doit être mise par nous. Et on ne peut pas repasser simplement par les concepts de l'hindouisme, qui sont absolument fabuleux, etc. Par exemple, je peux dire que, si vous voulez, mon concept de champ sémantique, bon, il est beaucoup plus large, hein, mais si je voulais, dans ma théorie, expliquer ce que c'est qu'un égrégore, je dirais un égrégore, c'est un champ sémantique. Voilà. C'est très simple. C'est-à-dire qu'un groupement de conscience, au niveau d'un groupe, va créer un champ sémantique de groupe qui va avoir certaines caractéristiques, certaines valeurs intégrées, certains comportements intégrés, et ça va être un champ sémantique collectif. Bon. Mais là, si vous voulez, on a quelque chose à faire ici, en Occident, enfin je veux dire maintenant c'est global et mondial, mais ce que je veux dire c'est qu'on a quelque chose à faire dans la science moderne de notre monde, qui est d'être capable tous ensemble d'arriver à faire émerger dans des concepts des expériences qui appartiennent aux racines de l'humanité et qui sont en train de réémerger de façon très puissante.
Donc voilà, je vous ai simplement donné ça, je veux dire ce petit aperçu, et je pense que pour conclure, qu'est-ce que je pourrais conclure? Je pense qu'il faut vraiment réaliser un énorme travail du passage, si vous voulez, à l'action, puisqu'on cherchait des actions, etc., sont dans le sens d'une pratique de la mise en relation, de la reliance, moi j'appelais ça des connexions, si vous voulez, qui se passent dans des états profonds de méditation, et qu'un très grand nombre d'individus sur Terre sont déjà dans cette pratique, dans des états qui peuvent être n'importe lesquels, que ce soit des états créatifs, des états de transe, des états de méditation pure, yogique, etc. Et dans ces états, si vous voulez, il y a possibilité de se conjoindre et de s'interchanger au niveau de nos champs sémantiques et de créer un champ sémantique plus global et harmonisé que j'appelle un champ télar, c'est-à-dire télépathique harmonique. Et dans certains états très puissants, et surtout justement dans les civilisations chamaniques, quand il y avait des rituels chamaniques, il y a un moment donné où le clan entier, la tribu entière, rentre dans un état où ils deviennent un esprit partagé. Et dans cet état-là, ils ont créé un champ tel-art, un champ télépathique harmonique. Et c'est même plus télépathique parce qu'ils sont dans une seule conscience. Et que ça, c'est un travail qui est en train de se faire depuis déjà longtemps, mais qui prend une ampleur de plus en plus grande et qui est sur le plan, cette fois-ci, intériorisé, un travail donc qui est très 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 important, parce que quand on fait ça, on est justement en train de créer des nouveaux concepts. Voilà. Et donc, il faut garder, si vous voulez, à l'esprit que tous ces phénomènes particuliers qui apparaissent comme des phénomènes différents, parfois opposés, qui apparaissent comme contradictoires, etc., comme le domaine conceptuel, intellectuel, et le domaine du vécu, par exemple en méditation, pour prendre deux expériences antinomiques, en fait, réagissent et créent de l'émergence. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment, parce que je trouve que c'est incroyable que tu nous fasses danser comme ça dans un univers si complexe. Tu rends tellement accessible des choses inaccessibles. À chaque fois, je suis vraiment émerveillée. Donc, merci infiniment. Merci Christine. Des questions, peut-être une ou deux questions pour Christine avant de... Voilà, au moins deux questions ou des commentaires. Oui, bon, je voulais savoir si vous connaissez les travaux de Vasiliki Nicolescu, tout le travail qu'elle fait sur la transdisciplinarité. J'ai démarré par ça. Ah, voilà, parce que, oui, et comment... J'ai écrit un bouquin d'interview dans lequel j'avais interviewé Nicolescu. Non, mais... Vous pouvez en dire plus sur un mot? Ben non, c'est pas... Je veux dire, c'est... Pardon? Oui. Non, mais ça, c'était toute l'équipe du premier et troisième millénaire. Le premier magazine 3e millénaire, il y avait tout un tas de gens, dont Étienne Guillet, Charon, Nicolescu, etc., Nichouvin. Donc ça, c'était tout un groupe de scientifiques qui ressentaient, à travers la collection Au Rocher, qui s'appelait Esprit Matière, c'était tout un groupe, si vous voulez, qui justement déjà se posait la question de l'interaction esprit-matière en sciences. Voilà, donc ça a démarré la collection Esprit Matière au Rocher, et il y a eu tous les ouvrages de base que vous connaissez. Voilà. Dominique? Oui, de mardi. Je voudrais apporter un témoignage je suis frappée d'entendre des concepts sur ce que j'ai vécu il y a à peine quelques jours. Je reviens du Maroc. Je co-animais un groupe sur les archétypes du féminin avec un groupe de 14 femmes et quelques hommes. Le groupe était relativement bien ficelé dans son dénouement et rien ne s'est passé évidemment
comme c'était prévu, et nous nous sommes toutes ou tous découvert des capacités chamaniques en lien avec un lieu que nous avons découvert, un lac. Soi-disant découvert. Oui. Enfin, quand je dis découvert, au niveau de notre conscience ordinaire, nous ne savions pas que nous avions ces capacités-là, de nous mettre en lien avec toutes ces mémoires akashiques du lieu, exactement tel que tu l'écris. Et nous sommes arrivés, nous avons débarqué dans un lieu au milieu de nulle part, avec un immense lac, avec des pourtours complètement déserts et très très abîmés, très mal respectés par toute la population. Tout le groupe de femmes étions complètement dans un malaise profond. Moi j'étais très en colère et incapable de dire pourquoi, mais je me sentais en lien très fort avec la mémoire du lieu et le vécu du lieu. On a senti que le programme qui était prévu et que j'avais moi-même imaginé avec une amie, le lieu nous appelait à autre chose. Et nous avons été vraiment appelés à faire un travail de guérison sur ce lieu. Sur le lieu ou sur vous-même? Sur l'interaction. Oui. L'interaction. Mais vous avez pensé que... Nous n'avons le lieu, rien pensé. Attends. Oui. Vous avez senti Oui. que le lieu avait un problème et qu'il fallait travailler pour le réharmoniser. Oui, absolument. Il s'était passé un événement tragique. Oui, plusieurs événements tragiques. Voilà, c'est ça. Très, très intéressant. Il y a eu des populations archaïques qui ont été détruites, dévastées, il y a eu des tremblements de terre. Oui. Et en arrivant, en marchant sur cette terre, on a senti ça dans nos tripes. On a été complètement prises par cette mémoire-là et on n'a pu traiter que ça. Oui. Et on a fait un rituel, on a réenchanté le lieu. Voilà, c'est ça. Alors, j'aurais jamais pu en parler, j'aurais pu en parler peut-être avec des concepts, en lisant des livres, etc. Mais là, le fait d'avoir été prise vraiment dans l'engrenage de ce lieu, on s'est mis, on a été très en lien avec ces populations qui étaient là. C'était pas que la terre, c'était des êtres qui étaient là. Moi, je sais que j'ai eu des visions. On a reçu des messages les unes après les autres. C'était fantastique. Heure par heure, on recevait des messages de ces populations disparues qui ont eu besoin de nous. Et on a fait un travail de purification de l'eau du lac. C'était quand même un lac énorme. On est allé chercher des femmes à des kilomètres à la ronde, des vieilles femmes. On ne parlait pas leur langue, mais on a su les convaincre de venir avec nous. Ça nous a été demandé. On est allé les chercher. Et on s'est retrouvés avec nous, parisiennes, venant de différentes régions de France, mais on est allé chercher des mémoires et des femmes qui vivaient là. C'était un peu étrange pour elles, mais on a été suffisamment... Elles n'ont pas compris? Eh ben, d'abord, elles nous ont suivis. Elles ont fait le rituel de purification du lac avec nous. Et ça a été extraordinaire. C'est magnifique. Je te remercie énormément. Voilà. Cette expérience est absolument géante. Ma façon d'interpréter, c'est que les ancêtres qui sont toujours vivants dans la dimension sémantique, voilà, c'est ça. J'ouvre juste une toute petite parenthèse pour vous montrer que ce concept de dimension sémantique, dans lequel, qui est à la fois esprit et matière, n'a pas forcément besoin d'un système matériel et physique pour que les consciences vivent. Donc c'est là où sont des consciences qui ne sont plus dans des corps. Donc ce concept de dimension sémantique, bien qu'il soit complètement scientifique et que je l'ai développé en premier dans une théorie cognitive globale, malgré tout, il permet de comprendre pourquoi on peut quitter notre corps, par exemple dans un voyage astral, anciennement appelé voyage astral, et vivre une expérience en conscience et discuter avec des consciences qui sont toujours en train de vivre. Et je vous dis simplement une toute petite chose, c'est que j'ai eu la possibilité de discuter avec Paoli, qui est venu et qui m'a interpellée alors que j'étais en train de lire un article sur lui et sur la synchronicité. Et donc il était une espèce de boule lumineuse dans le pommier, et avec laquelle j'ai discuté pendant 1 heure, et notamment de physique quantique. Il me posait des questions très précises, il m'a donné des dates très précises que j'ai vérifiées après. Et à la fin de la conversation, j'ai évidemment posé la question, je lui ai dit, mais et Jung, alors, est-ce que tu, dans cette dimension dans laquelle tu es, est-ce que tu le vois toujours?
il me dit, mais en permanence, on travaille ensemble. Et il a fait un geste comme ça, et il y a comme un faisceau qui s'est ouvert, et il y avait une petite bulle plus loin derrière, qui était beaucoup plus petite que sa bulle à lui, qui devait être à peu près, je ne sais pas, grosse comme une grosse pastèque. Et la bulle était plus petite, et il y avait Jung en pied, et donc il a ouvert un autre espace de cette dimension sémantique dans lequel Jung était dans une bulle, parce qu'il se présente dans notre univers, et que donc eux ils sont le trou et la bulle. Mais si on était dans le leur, nous on serait le trou, la bulle. Hein. Et donc... Attention au temps, oui, parce que là... Voilà. Excuse-moi, mais ça et donc ça voulait dire simplement qu'il continue non seulement à vivre, mais à travailler et à se relier avec des êtres, donc avec des énergies qui sont proches. Merci beaucoup, désolée, mais